Il s'agit de la classe 2A1 du collège. La classe 2A1 organise une course de relais. Le deuxième coureur tombe accidentellement et notre protagoniste masculin, Aki, doit rattraper le terrain perdu. Il passe avec succès le relais à la présidente de la classe, Natsuko, qui est également la coureuse la plus rapide de la classe. Elle parvient à dépasser les coureurs de tête et assure la victoire à la classe. Quelques jours plus tôt, Aki venait d'être transféré dans cette classe. Il est assis à côté de Natsuko, qui essaie de se lier d'amitié avec lui, mais il l'évite constamment. Pendant le cours, elle lui montre un dessin, mais il éclate en sanglots. Pendant la récréation, des camarades de classe s'approchent de lui pour voir comment il va, mais il continue à leur dire de le laisser tranquille. Plus ils essaient de se connecter avec lui, plus il les repousse. Incapable de le supporter davantage, il sort de la classe en courant. Natsuko sèche les cours et le suit, lui demandant pourquoi il ne veut être ami avec personne. Le lendemain, la classe choisit les membres pour la course de relais. Natsuko l'invite toujours à rejoindre l'équipe et veut qu'il s'amuse avec tout le monde. Il hésite un instant mais finit par accepter. Il entend plus tard que Natsuko est joyeuse et sociable malgré la perte de ses parents dans un accident. Il ne comprend pas pourquoi la perte d'une personne précieuse n'a pas rendu Natsuko morose comme lui. Il s'amuse ensuite au festival sportif et espère que les choses resteront ainsi et qu'il pourra à nouveau être heureux. Mais peu importe où il court, il ne le lâchera pas. Ce dont il parle, c'est du jeu du roi. Les règles du jeu sont les suivantes. Un personnage mystérieux connu sous le nom de roi envoie des messages à toute la classe, émettant une commande aléatoire que certains individus doivent exécuter. La participation est obligatoire. Ils ont 24 heures pour exécuter la commande. La désobéissance entraîne une punition et il n'est pas permis de quitter le jeu. Le lendemain matin, Aki arrive en classe et découvre que tout le monde a reçu un message sur le jeu. Il pense qu'il est derrière tout ça parce qu'il aime Natsuko, car l'ordre est que lui et Natsuko s'embrassent. Il voit leur réaction, tout comme sa classe précédente, et personne ne le croit à propos du jeu du roi. Natsuko n'est pas dérangé par le baiser, mais il essaie d'expliquer qu'il y aura d'autres ordres et qu'ils peuvent les surmonter s'ils coopèrent. Mais il ne reçoit que des moqueries de la classe. Lorsqu'il essaie de les avertir sérieusement, il pense qu'il est trop intense et montre leur désapprobation. Le professeur entre dans la classe et cet après-midi-là, Aki comprend que c'est normal car personne ne le croira tant qu'il n'y aura pas de victime. Soudain, une camarade de classe nommée Amy s'approche de lui, pensant qu'il aime vraiment Natsuko et veut l'aider. Elle est prête à lui donner le numéro de Natsuko, mais il s'excuse pour ses paroles précédentes et lui dit de partir. Il décide alors qu'il devrait peut-être simplement mourir pour échapper à la souffrance. Mais devrait-il emmener Natsuko avec lui? Cette nuit-là, il est assis sur le terrain de basket, attendant son sort, quand Natsuko le retrouve. Elle pense qu'il est toujours bouleversé par ce matin, mais il veut qu'elle parte. L'ordre n'a plus que 5 minutes. Elle est prête à le laisser l'embrasser, mais lui demande s'il a une petite amie. Il en a une, mais elle est partie dans un endroit lointain. Natsuko grimpe alors par-dessus la clôture et voit qu'il ne reste qu'une minute. Elle s'approche de lui, mais il continue d'essayer de s'éloigner. Elle se rapproche, déterminée à l'aider. Elle l'embrasse, comme si elle déclarait la guerre à son ex-petite amie. Elle l'aime depuis le début et veut sortir avec lui. Le baiser complète l'ordre, et Amy voit qu'il semble en avoir fini. Mais à ce moment-là, l'ordre suivant arrive. Il demande à Satoshi, celui qu'il a exposé plus tôt, de lécher les pieds d'Amy. Il y a aussi d'autres ordres, mais le plus important est que personne n'a le droit de dormir. Aki dit à Natsuko de réveiller tout le monde. Mais le message suivant indique que 2 personnes ont été pénalisées. Aki lui demande où vit l'une des personnes pénalisées pour qu'il puisse s'y rendre. Il lui demande de rassembler tout le monde immédiatement. Elle est la seule sur laquelle il peut compter maintenant. Il court alors vers la maison de l'un des individus pénalisés et frappe à la porte, se précipitant à l'intérieur. Le père pense qu'il est un cambrioleur et essaie de l'arrêter. Mais quand Aki entre, il voit le jeune homme sur le point de se pendre. Aki l'arrête et dit au père d'appeler immédiatement une ambulance. Et qui part, et peu de temps après, d'autres personnes sont pénalisées. Ceux qui sont encore en vie se sont rassemblés au parc. Il revient, et Satoshi croit toujours que c'est l'œuvre d'Eki. Cependant, la vérité est que les individus pénalisés se sont pendus, et certaines personnes en ont été témoins. Eki avoue qu'il a été un jour forcé de participer au King's Game, et que tous les autres sont morts à part lui. Il les avertit de ne pas plaisanter car il était comme eux. Mais s'ils ne suivent pas les ordres, la mort les attend. Amy est bouleversée parce qu'Aki a d'abord refusé d'embrasser Natsuko, espérant l'entraîner avec lui. Satoshi frappe Aki et la classe le traite de meurtrier. Amy accuse Aki d'avoir peut-être envoyé les messages pour les tuer tous. Eiki est battu par la classe, mais soudain, Satoshi viole une règle et reçoit une punition.
Il commence à saigner abondamment et explose, mourant instantanément. Tout le monde hurle de terreur, tandis qu'Aki réalise que le jeu du roi ne fait que commencer. Il croit que même s'il le blâme, rien ne changera. Maintenant, ils doivent obéir aux ordres ou mourir. Mais cela signifie également que Netsuko devra coucher avec une autre camarade de classe selon l'ordre. Elle refuse parce qu'elle veut donner sa première fois à quelqu'un qu'elle aime, mais Iki s'en fiche et dit à elle et à l'autre camarade de classe de décider par eux-mêmes. Iki se souvient d'une fois dans sa classe précédente où quelqu'un a reçu l'ordre de serrer la poitrine d'un camarade de classe. Tout le monde pensait qu'il faisait une farce à la beauté de la classe. Cette nuit-là, la punition a eu lieu et un nouvel ordre est arrivé. 2 camarades de classe ont dû coucher ensemble. Iki pensait que c'était une blague stupide à l'époque, mais le lendemain matin, le professeur a annoncé que les 2 élèves qui étaient censés exécuter l'ordre la nuit précédente étaient morts. Tout le monde était choqué et ne comprenait pas ce que le professeur voulait dire. La classe a sombré dans le chaos le plus total. Nous devrions faire attention à une fille aux cheveux blancs nommée Ria. Tout le monde commence à douter du jeu du roi. Mais le petit ami de la fille du commandement interdit au garçon à lunettes de coucher avec sa petite amie, menaçant de le battre. Aki essaie de le calmer, mais le petit ami insiste sur le fait que si Aki était dans sa situation, il agirait de la même manière. Cet après-midi-là, Eiki se rend compte que perdre des amis l'affecte plus qu'il ne le pensait. Soudain, lui et sa petite amie reçoivent un message disant que l'ordre a été exécuté. Sa petite amie craint que la punition ne leur arrive à tous les deux, mais Eiki est sûr qu'il n'obéira pas. Le lendemain matin, alors qu'Aki et son ami proche se dirigent vers l'école, il voit l'ordre suivant, le petit ami a le droit de donner un ordre à n'importe qui dans la classe. En arrivant à l'école, il voit le petit ami frapper le garçon à lunettes pour avoir couché avec sa petite amie. Aki essaie de l'arrêter, mais le petit ami utilise son privilège du jour et ordonne au garçon à lunettes de se pendre. L'ordre est envoyé et le garçon à lunettes, le cœur brisé, s'enfuit. Aki pense que le petit ami va trop loin. Mais il essaie juste d'effrayer le garçon à lunettes. Eki va alors réconforter le garçon à lunettes, lui assurant que le jeu du roi n'est pas réel. Il pense que la mort des 2 personnes n'était que des coïncidences, mais le garçon à lunettes ne croit pas que cela puisse être une coïncidence. Aki partage son rêve de devenir chanteur avec le garçon à lunettes, qui aspire également à devenir chanteur. Aki décide que ce soir, il ira chez le garçon à lunettes pour s'entraîner, et s'il est puni, il le sauvera. Cette nuit-là, Eki et Naoda se rendent chez le garçon à lunettes pour jouer de la musique. Ils partagent tous une passion pour la musique, et la maison du garçon à lunettes est bien équipée d'une guitare électrique. Les 3 jouent comme jamais auparavant. À l'approche de minuit, ils attendent avec anxiété ce qui va se passer. Mais lorsque l'horloge sonne 12 heures, ils sont soulagés de voir que le garçon à lunettes ne s'est pas pendu. Il va chercher de l'eau et sa petite amie appelle Eki pour parler. Alors qu'Eki célèbre, Naoda l'informe que la commande a été exécutée. Aki panique et se précipite pour trouver le garçon à lunettes, pour le découvrir pendu mort dans son bureau. Maintenant, Iki veut que tout le monde reste proche au lieu de se séparer. Le petit ami exige alors de coucher avec Natsuko, mais elle refuse, insistant pour coucher d'abord avec Iki. Il n'a pas le pouvoir de décider de cela. Natsuko le supplie, mais finalement, elle décide de se débarrasser de son image amicale habituelle. Elle révèle sa vraie personnalité. Elle est prête à tout pour survivre. Elle enlève ses vêtements ici même, et Naoki veut l'arrêter. Mais elle le traite d'hypocrite parce qu'il voulait intentionnellement sa mort, mais parle maintenant de survie. Elle le traîne dans les bois pour parler en privé. Natsuko lui dit sans détour qu'elle le déteste, l'accusant d'avoir trahi ses amis dans le passé pour survivre. Natsuko hurle alors et l'accuse à tort d'avoir tenté de l'agresser. Tout le monde commence à se joindre à lui pour le tabasser, croyant que Natsuko est plus forte que lui. Pendant qu'il se fait battre, elle tire la langue et se moque de lui. Elle révèle ensuite que leur camarade de classe a reçu l'ordre d'envoyer des messages de mort à 2 personnes. Natsuko veut qu'elle en envoie un à Eki pour qu'il meure. Tout le monde se rend compte maintenant que Natsuko semble être une personne différente. À ce moment, Eki espère que quelqu'un l'entendra et l'aidera. Juste à ce moment-là, un jeune homme nommé Kenter accourt. Il voit un jeune homme mort allongé là et Eki se faire battre par toute la classe. Kenta est le seul à oser défendre Aki. Natsuko décide de dire à l'autre fille d'envoyer des messages de mort à Aki et à Kenta. Cependant, la fille ne reconnaît plus la Natsuko habituelle, alors Aki lui demande de lui en envoyer un et d'envoyer l'autre à Natsuko. Elle ne peut pas se résoudre à le faire et finit par jeter le téléphone, inquiète de la punition à laquelle elle devra faire face. Mais Kenta prévoit d'emmener Aki avec lui, et la fille demande également à l'accompagner. Natsuko exige d'y aller aussi, mais Kenta la gifle. Kenta emmène alors Aki et l'autre fille. La fille a toujours peur de mourir,
Mais Kenta a reçu le privilège de donner n'importe quel ordre, alors il s'ordonnera de la protéger. Sinon, il mourra aussi. Kenta veut savoir ce qui est arrivé à Akai, alors Aki lui raconte tout, en commençant par le début. Depuis qu'il est arrivé ici, le jeu du roi a suivi. Kenta veut entendre l'histoire, alors Aki continue l'histoire après avoir mis les lunettes de la mort. Aki peut maintenant confirmer que le jeu du roi est réel. Ce matin-là, la demande suivante fut faite. Nao et une autre camarade de classe seraient choisis par vote. Celui qui obtiendrait le moins de votes mourrait. Eiki décida de ne pas laisser mourir son meilleur ami, alors il demanda à sa petite amie de trouver des personnes pour voter. La petite amie, qui portait des lunettes et avait couché avec lui, fut mise sous pression par Eiki et son ami. Cependant, Eiki baissa la tête pour plaider pour son meilleur ami, ce qui poussa sa petite amie à décider d'aider Eiki comme pour rembourser le garçon qui portait des lunettes. L'autre fille ne pouvait pas accepter sa propre mort et décida d'utiliser des moyens méprisables pour obtenir des votes. Elle utilisa son corps pour séduire les garçons de la classe, mais fut découverte par son petit ami. Le petit ami s'excusa alors auprès d'Aki pour l'incident précédent. Mais Aki ne lui en voulut pas. Il admit qu'il était également en partie responsable de ne pas avoir surveillé attentivement le porteur de lunettes jusqu'à la dernière minute. Chacun de leurs votes tuerait désormais indirectement une personne, mais en sauverait également une autre. Le petit ami ne voulait rien devoir à Aki. Il lui dit alors que la fille avait utilisé son corps pour soudoyer les garçons de la classe. Il alla demander à un jeune homme qui avait été soudoyé par la fille. Il semblait hésitant, alors Aki comprit. Quand vint le moment de recueillir les votes, Aki lut chacun d'eux à haute voix, et les votes des deux côtés semblaient très proches. La fille commença à s'inquiéter. Jusqu'au dernier vote, elle prit sur elle de le lire. Elle était ravie lorsqu'elle vit son nom. Mais quand Aki le relut, son nom n'était là que pour s'excuser car cette personne avait voté pour maintenant. Elle devint folle et sauta par la fenêtre vers sa mort avant de savoir que sa punition consistait uniquement à se confesser à la personne qu'elle aimait, pas à mourir. Elle fut ensuite emmenée à l'hôpital et se trouvait dans un état critique. Aki n'était pas sûr de passer la nuit. Il avoua alors qu'il avait truqué le vote. Il avait envoyé des messages aux personnes soudoyées pour leur dire qu'il pouvait les aider à sortir du jeu. Et si cela était révélé, il se ferait tabasser sévèrement. Mais il était préparé au pire des scénarios car il leur avait seulement envoyé un message urgent dont eux seuls étaient au courant. Et s'il le disait à quelqu'un d'autre, cela exposerait leur trahison et provoquerait indirectement la mort de la fille, donc il resterait silencieux. De retour à la maison, le groupe d'Eiki s'est assis pour discuter de quelque chose. Soudain, la fille de l'hôpital est décédée, alors son ordre a été transmis à Nao. Il devrait coucher avec une fille avant minuit ou être brûlé vif. À seulement 10 minutes de la fin, Aki a décidé de jeter sa petite amie et Nao dans la pièce pour les laisser faire leur truc. Il était prêt à lui pardonner pour sauver son meilleur ami. Nao a refusé avec véhémence car il ne voulait pas trahir ses deux meilleurs amis. Il préférait mourir plutôt que de les trahir tous les deux. Aki a fait irruption et l'a assommé pour que sa petite amie puisse prendre sa place. Après 12 heures, sans aucun message de pénalité reçu, le garçon et sa petite amie ne pouvaient que s'embrasser et pleurer. Tous deux avaient le cœur brisé par la décision qu'ils venaient de prendre. Kenta, en entendant l'histoire, ne pouvait pas blâmer Aki, car tout le monde ne pouvait pas faire ce qu'il faisait. Kenta voulait aussi battre le roi, le croyant être un vrai démon. Pendant ce temps, Natsuko rassembla les joueurs restants pour la suivre. Remarquant que Kenta avait laissé son téléphone, elle élabora un plan pour lui faire du mal. Kenta réalisa plus tard qu'il avait laissé son téléphone au parc et décida d'y retourner pour le récupérer, disant à Eki d'aller d'abord à l'hôpital. Cependant, Eki voulait visiter un endroit où, 30 ans auparavant, le King's Game avait eu lieu pour la première fois dans un village. Les villageois étaient tous morts, transformant le lieu en une zone abandonnée. Il voulait enquêter sur l'endroit pour trouver des indices sur la façon d'échapper au jeu. Kenta et son ami, Maidukai, décidèrent de l'accompagner. Le lendemain matin, ils montèrent à bord du train et Aki demanda à Maidukai si elle apportait son ancien téléphone, car il pourrait lui trouver un nouveau téléphone. Bien que Natsuko les menaçait de mort si elle changeait de téléphone, ils décidèrent de l'ignorer. Ils n'avaient toujours aucune idée de l'identité du roi. Il y a des années, Aki soupçonnait que le roi était quelqu'un de sa classe. À cette époque, une camarade de classe s'est portée volontaire pour toucher tout le monde en classe, croyant que si le message d'achèvement apparaissait, elle trouverait le roi. Bien que consciente du risque de mort si ses soupçons étaient erronés, elle a quand même choisi de croire en Aki. Elle ne voulait pas mourir, mais elle était prête à prendre le risque d'aider Aki et leurs amis à mettre fin à ce jeu. Si cette méthode réussissait, elle deviendrait une héroïne. Elle avait également des sentiments pour Aki,
mais ne voulait pas être la troisième personne à interférer dans sa relation. Elle a donc choisi de le soutenir par derrière avec tout ce qu'elle avait. Le lendemain matin, le test pour identifier le roi a commencé. Tout le monde pensait que cette fille était incroyablement courageuse de risquer sa vie pour trouver le roi. Ils ont commencé à toucher chaque personne, une par une, en commençant par les garçons. Cependant, aucun d'entre eux n'était le roi. Quand ce fut le tour de la fille, Aki a remarqué une fille nommée Raya et l'a appelée. Elle était la candidate la plus probable pour le titre de roi, toujours mystérieuse et silencieuse. Mais lorsqu'elle fut appelée, Raya se déclara de manière choquante comme étant le roi. Tout le monde fut abasourdi par ses paroles, mais elle les défia avec arrogance, les laissant faire face à la vérité selon laquelle le jeu ne se terminerait pas tant qu'elle ne serait pas encore en vie. Comme Aki était l'initiateur, il serait celui qui serait obligé de mettre fin à la vie du roi. Raya toucha alors la fille, mais rien ne se passa. Cela renforça les soupçons d'Aki à son égard. Il ne restait que 5 filles et la situation devint incroyablement tendue. Si personne n'était vraiment le roi, quelqu'un mourrait, et la vérité était que personne dans la classe n'était le roi. La fille commença à paniquer et s'enfuit. La petite amie d'Aki lui dit de la poursuivre. Il dut courir partout pour la retrouver, se reprochant de lui avoir donné de faux espoirs en croyant que le roi était quelqu'un de leur classe. Il se souvint alors de l'endroit où les gens allaient habituellement quand ils voulaient être seuls et la trouva là. Il la réconforta, lui assurant que la sanction pourrait être légère. Elle se reprochait d'être inutile et incapable de faire quoi que ce soit, mais il prenait quand même la responsabilité sur lui. Elle demanda à Aki de rester avec elle jusqu'à minuit. Il resta à ses côtés pendant ces derniers instants, et elle se sentit contente d'être avec lui. Alors que minuit approchait, elle décida d'avouer ses sentiments à Aki avant la fin du temps imparti. Cependant, la pénalité arriva. Heureusement, elle ne mourut pas. Mais le prix qu'elle devait payer était de vivre dans l'obscurité éternelle, c'est-à-dire dans une cécité permanente. Soudain, un nouvel ordre fut envoyé à Iki, stipulant qu'il perdrait quelque chose d'important. La fille, au courant de son nouvel ordre, appela secrètement sa petite amie pour lui en parler. Quand Iki ne put pas trouver la fille, il courut à sa recherche, appelant maintenant Da à l'aide. Soudain, la fille appela. Elle avait appris l'ordre d'Iki et lui demanda si elle était essentielle pour lui. Il admit qu'elle l'était, mais il pouvait toujours rentrer chez lui et casser ses affaires. Cependant, elle réalisa qu'être aveugle était plus dur qu'elle ne le pensait. Et elle voulait aussi échapper bientôt au jeu du roi. Il courut alors chez lui et détruisit tout, espérant recevoir le message d'achèvement. Mais il n'y en avait pas. Il dut appeler la fille et mentir, disant qu'il l'avait terminée. Elle dit seulement qu'elle n'oublierait pas leur temps ensemble et lui fit ses adieux. Il appela ensuite sa petite amie, rompit avec elle et s'enfuit pour retrouver la fille. Mais lorsqu'il atteignit la plage, il ne trouva que son téléphone et une confession d'amour qu'elle avait réécrite sur le sable. Elle s'était éloignée avec les vagues, il chercha désespérément, pour finir par s'asseoir, abattu, sur le rivage. Puis Raya apparut. Elle se moqua de la fille pour avoir été assez stupide pour choisir la mort alors que la peine n'était même pas la mort. Elle essaya de le provoquer pour qu'il la tue, toujours convaincue qu'elle était le roi. Il la poussa au sol, affirmant que si elle était vraiment le roi, il la tuerait. Cependant, elle le tasa, déclarant que si elle était vraiment le roi, il serait parti depuis longtemps avec sa faible résolution. Elle a juré de vaincre le roi, quoi qu'il en coûte. Aki s'accrochait toujours à l'espoir de terminer le match sans plus de victimes. Pendant ce temps, l'un des camarades de classe d'Aki, Dosuke, commença également à enquêter sur le match, promettant de ne pas laisser leur ami, Kaori, mourir à cause de cela. Accablé de chagrin alors que ses amis continuaient de mourir sous ses yeux, Aki tomba dans le désespoir. Soudain, Dosuke appela, révélant qu'il avait remarqué un caractère particulier dans chaque message de pénalité envoyé aux victimes. Il demanda à Aki de transmettre le message du téléphone de la fille décédée pour enquête, ainsi qu'une demande d'enquête sur Ri, car elle semblait méfiante et bien informée sur le jeu. Dosuke raconta que Ri était autrefois joyeuse et sociable, mais après avoir été maltraitée par son père biologique, elle était devenue une personne différente. Il demanda alors à Aki de s'occuper de Kaori si quelque chose devait lui arriver. Un nouveau jour arriva et le jeu annonça que personne n'était autorisé à faire quoi que ce soit d'inutile dans le jeu. Ce message cryptique a conduit à la punition immédiate de 3 personnes. Eiki a appelé le garçon à lunettes qui avait causé la mort de son ami, car il était également puni. Le garçon ne pouvait prononcer que le mot bloqué avant de mourir étouffé. Eiki et Naoda ont réalisé que certains garçons de la classe avaient conspiré pour bloquer le numéro du roi pour éviter de recevoir des ordres, ce qui était une violation claire de la règle interdisant d'arrêter à mi-chemin.
D'autres qui n'ont pas bloqué le numéro ont probablement éteint leur téléphone, envisageant également d'arrêter. Incapable de joindre sa petite amie, Eki, inquiet, a décidé de la retrouver. En courant, il a exhorté les autres survivants à éviter de faire quoi que ce soit et à garder leur téléphone allumé. Cependant, dès qu'il a raccroché, la fille à qui il venait de parler a été pénalisée. Il s'est rendu compte que pleurer était également interdit. Il a appelé frénétiquement Naoda, lui demandant d'avertir tout le monde de ne pas pleurer. Le désespoir a envahi Eki car il ne souhaitait voir sa petite amie qu'une dernière fois. Suzuki a soudainement appelé, et Iki encouragea Aki à ne pas abandonner et à partager ses découvertes sur le village. Cependant, Eki lui demanda, et maintenant Ada, d'enquêter à sa place. Malheureusement, Duzu qui avait déjà pleuré, scellant son destin. Il jura d'envoyer les informations à Eki avant que la pénalité ne prenne effet. Alors qu'il luttait pour cliquer sur la souris, une de ses mains fut brusquement coupée. Déterminé, il tenta d'utiliser sa main restante pour envoyer les fichiers lorsque Kaori l'appela. Il essaya de répondre, mais son autre main fut également coupée. Quelques instants plus tard, le corps de Dusuki fut déchiré en morceaux. Eiki refusa d'abandonner pour l'instant. Kaori appela, s'enquérant de Dusuki. Il l'avertit de ne pas pleurer et mentit en disant que Dusuki allait bien, l'exhortant à ne pas lire le message. Alors qu'il partait pour le village, quelqu'un l'assomma. Il se réveilla dans un entrepôt, où Kaori se tenait, brandissant un couteau et l'accusant d'avoir menti et d'avoir causé la mort de Dusuki. Elle croyait qu'il était le roi. Cependant, Iki révéla qu'il avait menti pour exaucer le souhait de Dosuke. Il savait que Kaori et Dosuke avaient des sentiments l'un pour l'autre et qu'elle avait prévu de se confesser après la fin du jeu. Dosuke lui avait fait promettre de ne laisser personne la faire pleurer. Submergée par l'émotion en apprenant comment Dosuke l'avait toujours protégée, Kaori n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a ensuite subi une crise cardiaque et est décédée. Ri est arrivé à nouveau et a vu qu'il était doué pour retenir ses larmes. Elle voulait savoir ce qu'il venait de recevoir de Dusuki. Pendant ce temps, en réalité, Medukai est allée changer de téléphone. Tant qu'elle recevait encore des messages du roi, elle était toujours en sécurité. Les trois se rendirent au village et Kenta vit qu'Aki avait beaucoup souffert. À ce moment-là, il ne lui restait que sa petite amie et Kenta voulait également continuer à l'écouter. Aki a continué à raconter son histoire. À ce moment-là, Nao Dao était très inquiet pour Aki car il n'arrivait pas à le joindre. Un nouvel ordre arriva, toute la classe devait choisir une personne pour lancer les dés. Le nombre obtenu déterminerait le nombre de personnes choisies pour la punition. Après la sélection, le lanceur et les élus seraient punis. Si personne ne lançait les dés, tout le monde serait puni. Maintenant, Da ne savait pas quoi faire, et la classe paniquait. Soudain, Ria envoya un message invitant tout le monde au parc pour lancer les dés. Tout le monde arriva au parc, mais Aki et Ria étaient introuvables. Le tyran de la classe commença à perdre patience et menaça un garçon de lancer les dés. Mais ce garçon était le plus détesté de la classe, donc le pire scénario était qu'il soit obligé de lancer les dés. Le tyran était détesté par toute la classe. Il prit les dés et dit à son ami proche de lancer les dés à la place parce qu'il savait que si quelqu'un d'autre les lançait, il serait certainement choisi. Tout le monde a vu à travers son acte de lâcheté, sachant que peu importe qui lancerait, il serait toujours choisi. Désespéré, il a attrapé la petite amie d'Aki et lui a mis un couteau sous la gorge. Pour ne pas bluffer, il lui a poignardé la jambe, exigeant qu'Aki ou Naoda lance les dés. Aki a pris les dés, prêt à se sacrifier. Mais Naoda les lui a arrachés, décidant de prendre sa place. Il devait trop à Aki et avait besoin de lui vivant pour trouver le roi. Il a lancé les dés, et le pire des scénarios s'est produit, il a obtenu un 6. Cela signifiait que lui et 6 autres personnes seraient punies. Naoda avait 10 minutes pour choisir. L'intimidateur voulait que Naoda nomme quelqu'un d'autre que lui. Le garçon lâche l'a exhorté à nommer quelqu'un d'absent. Mais Naoda a accidentellement nommé le garçon absent. Et juste comme ça, une personne a été choisie. Le garçon lâche est mort instantanément d'une tête tordue. À cet instant, l'amitié s'est effondrée. Naoda a ensuite nommé l'étudiant absent et 2 filles que l'intimidateur détestait. Mais il avait encore besoin de 2 autres noms. Sa petite amie et une clé voulaient qu'il les choisisse pour sauver le reste. Cependant, l'ami de l'intimidateur l'a soudainement frappé pour sauver la petite amie d'Aki et a supplié Naoda de choisir lui et l'intimidateur à la place. Voyant sa détermination, Naoda a immédiatement appelé leur nom. Comme ça, Naoda a envoyé 6 personnes à la mort. Maintenant, il ne restait plus que lui. Sa petite amie a dit à Aki d'aller voir Naoda. Bien que terrifié, Naoda était heureux d'avoir sauvé ses 2 meilleurs amis. Il a ensuite subi le même sort que Dosuki. Un de ses bras a été sectionné,
suivi de l'autre et enfin des deux jambes. Naouda a prononcé ces derniers mots à une clé et est mort dans ses bras. Ria a ensuite pris le téléphone de Naouda et a enquêté sur l'affaire. Les informations fournies par Dosuki ont comblé les lacunes de son enquête. Elle soupçonnait que l'affaire du village il y a des années avait propagé un virus qui hypnotisait le corps et conduisait à des punitions auto-infligées et mortelles. Elle pensait que le déclencheur du virus était caché dans le message. En utilisant les données dont elle disposait, elle a commencé à programmer un programme pour bloquer le signal d'activation. Juste au moment où elle avait fini, pensant à quel point c'était facile, elle tomba dans le piège du roi. Il activa la punition et brûla Rie vive. Bien qu'engloutie par les flammes, elle monta calmement sur la balustrade, révélant sa raison de sauver Aki. C'était une précaution. Si elle mourait, Eiki serait celui qui vaincra le roi. De retour dans le présent, Eiki, Kenta et Maidukai avaient atteint le village. L'entrée était bloquée, mais il y avait un espace par lequel ils pouvaient se faufiler. En entrant, Kenta demanda à Maidukai l'ordre d'envoyer le message. Il suggéra qu'elle l'envoie à Natsuko parce qu'elle serait un problème plus tard, et à une autre fille de leur classe à qui on avait ordonné qu'un garçon de leur classe lui touche les cheveux. Puisque le garçon choisi était mort, la fille était condamnée, donc les sacrifiés sauveraient Maidukai. Aki décida d'être impitoyable parce qu'il ne pouvait pas comparer la vie d'une vieille femme à celle d'un enfant. Soudain, Maidukai dit que l'autre bout du tunnel n'était pas bloqué. Il semblait que les autorités avaient trop peur du village pour même s'approcher. En sortant du tunnel, les trois hommes furent confrontés à l'obscurité de la forêt. À travers la forêt se trouvait le village délabré. Aucun d'entre eux ne savait ce qu'ils trouveraient ici ou par où commencer à chercher des indices sur le jeu. Mais ensuite, Eki repéra une maison avec une plaque signalétique à l'extérieur et décida d'y entrer. Kenta, ne voulant pas prendre de risques, dit à Eki de crier si quelque chose se passait. Aki entra et découvrit une photo, toujours intacte. C'était une photo de sa petite amie. C'était la maison de ses parents. Il trouva une lettre écrite par le père de sa petite amie, s'excusant auprès d'elle. Cela fit soupçonner à Aki que son père était en quelque sorte impliqué dans ce jeu. À l'extérieur, Kenta réalisa soudain qu'il avait perdu de vue Maidukai. Il courut la chercher, mais à la place, il commença à recevoir des messages. Les messages annonçaient ceux qui avaient accompli leur tâche et révélaient que cette personne était déjà morte à cause des pénalités. Submergé par la colère, Kenta se mit à crier. Juste à ce moment, Maidukai réapparut. Elle dit qu'elle était seulement venue dire au revoir. Eiki, entendant le vacarme, se précipita pour retrouver Kenta et Maidukai. Il remarqua un chemin menant au cimetière du village. Là, il tomba sur un cahier. En le feuilletant, une photo en sortit. En dirigeant sa lumière dans la direction où la photo atterrissait, il trouva un cadavre desséché. En regardant la photo, il réalisa qu'il s'agissait d'un jeune homme qui ressemblait beaucoup au père de sa petite amie. Il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi l'homme voulait s'excuser auprès de sa fille. Eiki supposa qu'il se sentait coupable d'avoir impliqué sa fille dans le jeu. Cependant, il se rappela alors que l'homme avait deux filles, dont Natsuko. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais associé le nom de famille de Natsuko à celui de sa petite amie. Il soupçonnait maintenant que Natsuko avait peut-être participé au King's Game auparavant. De retour avec Kenta et Maidukai, des sentiments s'étaient développés entre eux. Elle décida d'envoyer un message à elle-même et un autre à Natsuko, qui l'avait autrefois forcé à essayer de tuer Kenta. Maidukai espérait que s'envoyer le message n'entraînerait pas la mort de Kenta. Elle avoua ses sentiments à Kenta et se tourna pour partir, mais il la poursuivit, l'arrêtant dans son élan. Il lui avoua ses sentiments et accepta son amour. Maidukai était ravie, mais des pensées morbides commencèrent à faire surface. Elle souhaitait mourir aux côtés de Kenta pour échapper à cet enfer. Kenta, cependant, lui rappela qu'ils devaient continuer à vivre pour conserver leur bonheur. Bien qu'elle veuille qu'il comprenne ses sentiments, ils ne partageaient pas le même souhait. Alors qu'elle était sur le point de s'enfuir à nouveau, Kenta l'arrêta et la porta dans une zone avec un signal afin qu'il puisse envoyer le message. Il choisit de s'envoyer le message à lui-même, se sacrifiant pour sauver Maidukai. Kenta ressentit des remords de ne pas pouvoir continuer le voyage avec Iki. Pendant ce temps, Aki essayait de retrouver Kenta et Maidukai pour qu'ils puissent quitter le village. Il réalisa que Kenta avait dû emmener Maidukai à la tour d'antenne. Connaissant Kenta, Aki pensa qu'il s'enverrait le message pour sauver Maidukai. De retour dans leur propre jeu, la fille qu'Aki avait prévu de sacrifier essayait maintenant désespérément de faire réagir le cadavre de la commande de saisie du coffre. Mais le roi ne l'accepta pas. Une autre fille, à qui on avait ordonné de jeter son bien le plus précieux, avait eu recours au meurtre de ses parents, mais l'ordre n'était toujours pas approuvé.
Elle réalisa alors que son chien était son bien le plus précieux mais ne pouvait se résoudre à lui faire du mal. Quel parent malheureux d'avoir une fille comme ça. Pendant ce temps, Iki retourna chercher Kenta. Kenta avait envoyé les messages à lui-même et à Natsuko, mais rien ne s'était passé. Selon Natsuko, le message devait être envoyé depuis le téléphone d'origine. Le téléphone de remplacement ne fonctionnerait pas. Cela signifiait que Maidukai subirait la pénalité. Kenta décida de rester avec Maidukai parce qu'il ne pouvait pas la protéger. Les effets de la pénalité commencèrent à se faire sentir et Kenta ne pouvait pas supporter d'affronter Aki. Il demanda à Aki de lui donner un moment seul avec Maidukai et dit à Aki de partir. Kenta se traîna vers Maidukai avec ses forces restantes, espérant qu'Aki arriverait jusqu'au bout du voyage. Il regretta de ne pas pouvoir être là avec Aki. Il s'excusa auprès de Maidukai pour avoir rompu sa promesse. Maidukai reprit conscience, la douleur de la pénalité la traversant. Elle tendit la main vers Kenta, mais tous deux moururent avant que leurs mains ne puissent se rencontrer. Aki revint alors et les aida tous les deux à être ensemble. Soudain, il reçut un appel de Netsuko, qui montait à cheval sous les ordres du roi et avait délibérément appelé pour provoquer Aki. Il était sur le point de lui demander quelque chose mais fut interrompu. Elle commença à se moquer de Kenta comme d'une personne sans cervelle qui mourrait sûrement lorsque Miyuki changerait de téléphone, mais qui risquait quand même sa vie pour tout perdre. Mais elle supposait que Kento était toujours heureux de mourir aux côtés de sa bien-aimée. Il était très en colère, mais il ne pouvait pas agir de manière imprudente car elle tenait son téléphone. Le jeune homme qui venait de coucher avec Natsuko, nommé Teru, avait réalisé à quel point elle était diabolique. Il savait que Natsuko avait l'intention de tuer Aki et tout le monde, alors il avait prévu de l'arrêter. Mais elle l'avait découvert et était venue frapper à la porte. Teru essaya de faire quelque chose rapidement, mais Natsuko lui avait déjà arraché son téléphone. Eimi, caché dehors, avait tout entendu mais avait choisi de garder le silence. Aki avait relu les notes du père de Natsuko et avait appris qu'il avait également remarqué les lettres mutées dans les ordres, ce qui était hors du contrôle du roi, et cela pourrait être la clé pour échapper au jeu. Il réalisa que la théorie de Ria était correcte, alors il décida qu'il devait recueillir des indices auprès des victimes. Soudain, une camarade de classe nommée Riona l'appela, lui disant qu'elle avait des informations utiles pour lui et lui demanda de venir chez elle. Il a dit qu'il arriverait à midi, alors elle a dû attendre. À midi, quand il arriva chez Riona, elle se plaignit qu'il l'avait fait attendre trop longtemps. Elle poussa alors Eki à la suivre car entrer dans la maison risquait d'être mal compris par ses parents. Ils se rendirent au parc, et Riona révéla qu'elle avait des indices issus de son enquête. Elle savait que Natsuko avait déjà participé à un jeu royal. Elle avait également enquêté sur certaines choses liées à Ria. Eki fut choqué d'entendre le nom de Ria et lui demanda ce qu'elle savait de Ria, mais il dut s'excuser d'avoir été trop agité. Elle avait enquêté sur le fait que Ria avait laissé des messages sur les personnages envoyés aux victimes. Natsuko semblait être au courant, alors la nuit dernière, elle avait vérifié les appareils de ceux qui étaient morts. Riona était également un peu méfiante, alors elle avait pris des notes. Eiki avait également les notes du père de Natsuko et s'était rendu compte que ces personnages mutés étaient tous les mêmes. Les notes précédentes pouvaient donc aider cette fois. Il était heureux que les sacrifices de son ami n'aient pas été vains. Soudain, Natsuko vint le trouver, lui et Riona. Il ne savait pas pourquoi elle était venue, mais Eiki avait quelque chose de privé à lui demander. Il lui a posé des questions sur sa participation précédente au jeu, donc elle avait sûrement tué la personne la plus importante pour elle. Il a ensuite mentionné qu'il connaissait son identité et qu'elle était la sœur aînée de sa petite amie. Elle a compris qu'il essayait d'utiliser cela pour la faire sympathiser avec lui, mais cela ne marcherait pas. Elle voulait qu'il aille au lieu de rassemblement car l'ordre de cette fois-ci lui permettrait de le tuer. Les règles de ce jeu étaient que tous les élèves s'asseyaient dans l'ordre, ils devaient casser ou couper leurs doigts pour désigner des points. Le nombre de doigts à désigner était facultatif. Chaque doigt droit ajouterait un point, les doigts gauches soustrairaient des points et des points pourraient être attribués à plusieurs personnes. Au final, celui qui avait des points négatifs serait puni. Cela pourrait être difficile à comprendre, alors voyons cela en pratique. Aki et Riona ont été amenés au lieu de rassemblement. Aki était content que Teru aille bien. Teru voulait dire quelque chose à Aki mais décida de ne pas le faire. Eki ne connaissait toujours pas les règles, alors Riona a dû lui montrer. Natsuko a simplement expliqué que si elle cassait un doigt de sa main gauche et lui désignait des points négatifs, il devrait casser un doigt droit pour garder ses points à zéro. Tout le monde ressentait de la douleur en entendant cela. Aki remarqua qu'il restait 11 personnes en vie, et si elles étaient classées dans l'ordre, Emi, la meilleure amie de Natsuko, serait la dernière. Même si les 10 premières personnes maintenaient leurs points à zéro, si Emi cassait un doigt pour désigner quelqu'un,
quelqu'un mourrait certainement. Teru s'est levée et a demandé à tout le monde de faire la paix, mais Natsuko n'a pas aimé ça. Elle a dit à Teru de suivre ses ordres, ou il en subirait les conséquences. Parce que le téléphone de Teru était toujours avec Natsuko, il n'a pas pu résister. Le jeune homme Ryo assis à côté de lui a compris ses sentiments d'avant et a décidé de dire à Eki de leur faire confiance car ils ont décidé de sauter leur tour. Eki a décidé de leur faire confiance, et lui et une autre personne ont sauté leur tour. Ryo voulait qu'Aki leur fasse confiance quoi qu'il arrive, et ne fasse aucun commentaire. Deux autres personnes sautèrent leur tour. Natsuko se sentit maintenant mal à l'aise car le cours semblait étrangement paisible. Ryo sauta également, et il ne resta que 6 personnes. Puis ce fut le tour de Teru. Il demanda une faveur à Aki, il voulait lui couper les cheveux. Natsuko ne comprenait pas ce que Teru essayait de faire, et Aki non plus. Mais Teru dit qu'il expliquerait plus tard. Teru rêvait de devenir coiffeur et avait des projets pour après l'obtention de son diplôme. Natsuko perdait patience, tandis qu'Aki espérait que Teru pourrait vivre et réaliser son rêve. Juste après avoir terminé la coupe de cheveux, Teru demanda à Aki s'il aimait la coiffure. Lorsqu'il entendit la réponse, oui, il se cassa l'un de ses doigts droits. Il fit cela parce qu'il en avait discuté avec la classe au préalable. Il récupérerait son téléphone en montrant à Natsuko qu'elle ne pouvait menacer personne. Dès qu'il eut fini de parler, il poussa Eki sur le côté et ramassa une pierre pour sacrifier sa main gauche et soustraire 5 points à Natsuko. Il fracassa sa main gauche et demanda à Natsuko de lui rendre son téléphone et celui d'Eki, sinon ces 5 points iraient directement à elle. Si elle n'obtempérait pas, elle devrait casser 5 doigts pour compenser les points. Natsuko n'avait pas prévu ce geste, et Teru voulait qu'elle décide rapidement. Si elle acceptait, Teru lui briserait la main droite pour équilibrer ses propres points, car son rêve était de toute façon considéré comme perdu. Natsuko fit un compromis à contre-cœur et rendit les téléphones, mais Teru décida quand même de lui donner une leçon. Il donna les points positifs à Aki, 4 points négatifs à Natsuko et le point négatif restant à Emi. Il n'avait jamais accepté de ne pas lui attribuer de points lors de la récupération du téléphone, elle en avait conclu elle-même. Maintenant, après Natsuko, il restait 4 personnes. Si elle pouvait les persuader de sacrifier un doigt chacune, elle serait en sécurité. C'est en supposant que tout le monde se sacrifierait pour une clé comme l'a fait Teru. Je n'ai plus de mots pour décrire l'héroïsme de Teru, mon ami. Tu as gagné le respect de nous tous. Metsuko avait trop peur de se casser les doigts, alors elle sauta. Teru se moqua d'elle pour cette lâcheté. La raison pour laquelle il donna un point à Amy était parce qu'Amy elle-même l'avait demandé. Teru voulait voir où cela mènerait. Il croyait que les eaux guériraient, et maintenant ils avaient besoin de Teru pour survivre parce qu'il était un leader fiable. Puis 3 personnes d'affilée sautèrent, ne laissant qu'Amy. Natsuko supplia Amy de lui casser la main droite pour elle, mais Amy hésita, ce qui poussa Natsuko à décider de le faire elle-même. À l'origine, Amy avait dit à Teru de lui donner un point négatif pour voir si Natsuko serait prête à sacrifier un doigt pour la sauver. Si c'était le cas, elle était prête à jeter 4 doigts pour sauver Natsuko. Mais à la fin, Natsuko ne pensait à personne d'autre qu'à elle-même. Natsuko fracassa ensuite à plusieurs reprises la main d'Amy avec une pierre. Aki a dû se précipiter pour la repousser. Natsuko pensait qu'elle poussait Amy à ses limites, croyant qu'au bord du désespoir, Amy ne serait pas capable de prendre des décisions rationnelles, et qu'elle pourrait alors facilement manipuler Amy. Elle a alors dit à Amy qu'elle pouvait la sauver. Amy s'est souvenue de leurs promesses passées et a quand même décidé de se précipiter pour repousser Eki pour sauver Natsuko. Eki ne pouvait pas comprendre pourquoi Amy avait quand même choisi de la sauver après avoir été témoin de ce qui venait de se passer. Amy pensait juste que Natsuko avait peur, alors elle a agi impulsivement comme ça. De toute évidence, en une seule partie, 2 personnes complètement opposées sont apparues. Amy pensait que Natsuko était tout simplement trop désespérée, alors elle a agi de cette façon. Amy avait gardé 4 points positifs pour Natsuko, mais elle a soudainement attrapé la main d'Amy et lui a cassé le dernier doigt pour prendre le point positif restant à ajouter à Amy elle-même. Le jeu s'est officiellement terminé ici. Maintenant, je comprends pourquoi la communauté qui a regardé ce film a le plus maudit Amy, pas Natsuko. Cette nuit-là, ils sont allés à l'hôpital. Amy a été soignée et Aki a reproché à Natsuko de ne pas avoir changé après cet incident. Mais elle pensait que même si elle changeait, cela n'aurait pas d'importance, et le jeu qu'elle avait vécu était sûrement différent du sien. Teru est ensuite revenu et a dit que sa main gauche était désormais considérée comme perdue, mais qu'il ne le regrettait pas. Il avait besoin qu'Aki reste en vie et réalise le rêve d'arrêter ce jeu. Il trouverait un moyen de réaliser son propre rêve et de couper à nouveau cette coiffure pour Aki. Teru a ensuite demandé où était Ryo et a appris qu'il achetait un chapeau pour Teru.
Ryo était celui qui voulait le plus voir Teru devenir coiffeur. Ils sont ensuite tous les deux retournés en classe. Eki a dit sans détour qu'il avait déjà joué à ce jeu auparavant, et il ne leur a pas demandé de lui faire confiance, il voulait juste qu'il se fasse confiance. Tout le monde a décidé de suivre Aki, mais Natsuko était revenue. Elle pensait qu'il se faisait une fausse confiance. Parce qu'il n'y avait aucun espoir dans ce jeu mortel. Elle avait autrefois espéré sauver la personne la plus importante, mais cette personne l'avait quittée, alors elle préférait tuer des gens plutôt que de donner de faux espoirs aux autres. Un nouveau jeu arriva alors, et Teru fut soudainement puni. Le sang commença à couler de son cou, et personne ne comprit pourquoi il était puni. Natsuko révéla qu'elle avait pris le téléphone de Teru et bloqué le numéro du roi pour le faire punir. Teru était content que Ryo ne soit pas là, car Ryo était très timide et ne serait pas capable de gérer cela. Teru mourut ensuite, et il ne comprenait pas comment la folle Natsuko pouvait aller aussi loin. Elle pensait que Teru avait perdu son rêve et qu'au fond il voulait peut-être mourir, alors elle l'a simplement accompli. Eimi suivit maintenant bêtement Natsuko sans hésitation, rendant Eki incertain du bien et du mal. Ryo revint plus tard et fut choqué au point de devenir fou lorsqu'il vit le cadavre de Teru. Il continua d'essayer de voir si Teru était toujours en vie et demanda à Eki pourquoi Teru ne répondait pas. L'ordre suivant fut envoyé. Il devait atteindre le sommet de la montagne, et toutes les 8 heures, celui qui était le plus éloigné du but serait puni. L'utilisation de véhicules était interdite. Tout le monde commença à courir, mais Eki, Ryona et Ryo n'étaient pas encore partis. Aki conseilla à Ryo de faire face à la réalité et de ne plus laisser l'âme de Teru être troublée. Ryona partit alors avec Ryo, tandis qu'Eki vit Emi toujours assise là, ayant abandonné tout espoir de vivre, alors il décida de la porter. Il voulait qu'elle affronte Natsuko une fois de plus. Il admit qu'il était idiot de l'avoir sauvée, ce qui la poussa à lui demander de la poser. Reprenant ses esprits, Amy décida de courir seule. Pendant ce temps, parmi ceux qui couraient devant, un camarade de classe fit tomber un gablon pour avoir bloqué le passage. Une fille voulait rester et aider, mais s'il ne courait pas maintenant, il n'y arriverait pas en un jour. Ce gars devait maintenant compter sur la chance et ses propres capacités pour survivre, car personne ne pouvait plus le porter. Le groupe continua de courir, tandis qu'Aki retrouva Ryona. Voyant qu'elle avait l'air fatiguée, il courut un moment. Ryona eut une conversation à cœur ouvert avec Amy sur les efforts d'Aki. Bien qu'Aki ait couru vite, il maintenait un rythme modéré pour rester près d'elle. Et il semblait qu'il avait traversé beaucoup de choses terribles. Aki revint ensuite avec 2 bidons d'eau pour que les filles reprennent des forces. Ryona voulait qu'il court devant pendant qu'elle suivrait. Lui et Amy coururent devant et rejoignirent le groupe d'avant. Il se demanda où étaient les 2 garçons et entendit ce qui s'était passé. Il décida de laisser Amy avec ce groupe et de repartir. Il rencontra à nouveau Ryona et réalisa qu'elle ne pouvait pas ouvrir le bidon d'eau à cause de ses longs ongles, alors il l'aida. Ils rencontrèrent également le blond qui avait été poussé au sol. Les 3 devaient y aller ensemble, alors qu'il ne restait que 4 heures avant la première punition. Eiki s'inquiétait de l'état physique de Ryona et il ne savait pas quand le blond s'effondrerait. La voix de Natsuko résonna dans sa tête, l'exhortant à laisser les 2 derrière lui et à se sauver. Il perdit son sang-froid et cria, obligeant les 2 autres à s'arrêter. Il dit qu'il était juste un peu inquiet. Le blond suggéra qu'il ne devrait plus s'inquiéter des autres, mais il appela quand même le groupe de Ryo pour leur souhaiter bonne chance. Le groupe d'Aki était maintenant assez loin derrière, et les 2 autres pensèrent qu'Aki devrait courir devant car s'il restait avec eux, il ne pourrait pas terminer la commande. Les 3 s'assirent pour se reposer, et Aki vit une image de sa petite amie et tendit la main, mais il avait confondu Ryona avec sa petite amie et fut grondé. Le blond perdit soudainement connaissance et tomba, alors Aki sauta pour le sauver. Il essaya de tirer le gars vers le haut, mais il était entraîné plus profondément, donc Aki ne pouvait plus le sauver. Il perdit alors sa volonté, mais des images de Kenta apparurent et l'encouragèrent. Miyuki l'encouragea également, Teru lui donna un coup de pied et sa petite amie tendit la main pour le sortir de l'eau. Il rencontra à nouveau Ryona, et elle était tellement inquiète pour lui qu'elle pleura. Il a ensuite nagé jusqu'au rivage et a été serré dans ses bras par Ryona, elle a dit que c'était juste pour le réchauffer, elle voulait qu'il soit fort et continue de courir. Ils ont ensuite continué leur voyage avec 4 autres îles à parcourir avant d'atteindre le but si le blond n'avait pas été compté pour la punition, lui et Ryona l'auraient été. Il a ensuite attendu jusqu'à l'heure de la punition et a dit à Ryona d'aller de l'avant pendant qu'il attachait ses lacets, mais elle est restée pour l'attendre et le message de punition est arrivé. Ryona s'est rendu compte qu'Aki l'avait fait exprès, mais il ne voulait tout simplement pas voir plus d'amis mourir. Cependant, heureusement pour lui cette fois, le blond était toujours compté et est mort au premier tour. Ryona est venue et a giflé Aki pour avoir encore fait ce coup stupide.
Il a prétendu qu'il savait que le jeu compterait le blond, alors ce qu'il a fait, c'est simplement attacher ses lacets et l'appeler pour continuer. Bien que Riona soit très en colère contre Aki, elle a dû laisser tomber. Alors que le groupe d'Emi courait toujours devant, le couple Aki et Riona couraient et s'amusaient derrière. Mais dans quelques minutes, la prochaine punition allait arriver. Aki s'en rendit compte et voulut que Riona décide. Parce que maintenant, aucun d'eux n'avait dépassé personne. Donc l'un d'eux recevrait la punition. Il savait que Riona s'opposerait s'il se portait volontaire pour prendre la punition. Il choisit donc pierre-papier-ciseaux pour que s'il perdait, elle ne puisse pas se plaindre. Il gagna la partie et Riona décida qu'elle prendrait la punition. Mais il argua que le gagnant devrait avoir le droit de choisir. Il courait donc derrière, mais elle lui donna un coup de pied dans l'aine et courut devant. Elle trébucha alors d'épuisement et posa des questions sur son ex-petite amie. Elle voulait savoir quel genre de personne l'aimait, parce qu'elle voulait aussi être sa petite amie. Elle voulait qu'il reste avec elle un peu plus longtemps et s'excusa de l'avoir retenue. Mais il saisit l'occasion de courir devant. Rio pleurait maintenant parce que la personne qui recevait la punition était Amy. Amy avait couru en arrière et évité le chemin qu'Aki et Riona allaient prendre. Elle avait été éclairée par Aki et avait décidé d'utiliser sa vie pour l'échanger contre la sienne. Au fond, Amy espérait toujours que Natsuko changerait, puis la punition est arrivée. Aki est ensuite retourné vers Riona. Il lui a dit qu'Amy était morte et qu'il pensait que Riona lui donnerait un nouveau coup de pied. Mais non, elle lui a juste tenu la main et a pleuré. Cette image lui a rappelé son ex-petite amie. Alors, en courant, Aki lui a demandé si elle voulait entendre la fin du jeu précédent ou non. Il a ensuite raconté l'histoire après le jeu de dés et la mort de Ria. Lorsque 12 heures se sont écoulées, l'ordre final a été donné. Soit lui, soit sa petite amie devaient tuer la personne qu'ils aimaient le plus, ce qui signifiait que l'un des deux pouvait vivre. Sa petite amie a sorti un couteau en guise de clé pour le faire, mais il a refusé. Bien qu'il ait voulu que les deux survivent, elle ne l'a pas laissé mourir, alors elle s'est poignardée. Il a essayé de l'arrêter mais n'a pas pu et a vu la personne qu'il aimait le plus mourir. Cependant, même s'il était le dernier survivant, le roi lui a quand même fait choisir de continuer le jeu ou d'être puni. Pendant ce temps, Natsuko avait atteint la ligne d'arrivée en premier. Elle voulait alors voir combien de personnes y arriveraient. Le gars qui avait poussé le gablon plus tôt est arrivé et a vu le panneau de direction, a couru en le suivant et est tombé dans un piège. Natsuko est apparue et a révélé qu'elle avait tendu ce piège, puis a cassé la jambe du gars pour s'assurer que le moins de personnes possible atteignent la ligne d'arrivée. Puis une fille nommée Duna est également arrivée à ce carrefour, mais il n'y avait plus de panneau. Natsuko est apparue et lui a donné des indications. Mais Duna ne faisait pas confiance à Natsuko alors elle a pris l'autre chemin. Cependant, Natsuko avait en fait pointé correctement, sachant que Duna ne lui ferait pas confiance et irait dans l'autre sens. Aki et Riona avaient maintenant rencontré Rio et la fille avec des lunettes. Ils ont dit que les autres étaient partis devant. La fille en jaune nommée Rina courait également sans fin sans trouver le chemin et a rencontré le gars avec la jambe cassée. Il a supplié Rina de l'aider, mais elle a refusé, voulant qu'il comprenne ce que le gablon avait traversé. Elle s'enfuit et rencontra à nouveau Duna. Parce que Duna n'avait pas fait confiance et ne pouvait plus trouver le chemin, elle décida d'essayer de suivre les instructions de Natsuko. Duna glissa soudainement et était sur le point de tomber de la montagne. Rina vit mais ne voulut pas aider de peur d'être entraînée aussi. Rina atteignit ensuite la ligne d'arrivée et rencontra à nouveau Natsuko. Mais Natsuko ne voulait personne d'autre qu'elle-même pour survivre. Elle commença donc à jouer à des jeux d'esprit avec Rina. Rina commença à voir des images des personnes qu'elle avait laissées derrière elle la hanter. Elle recula un instant, puis glissa et tomba de la montagne. Le groupe d'Eiki entendit alors des cris d'aide et courut rapidement pour enquêter. Cependant, alors qu'il ne restait qu'une minute, Natsuko se dressa sur leur chemin. Eiki la percuta directement pour permettre à Riona et Rio d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. Tous deux arrivèrent à temps, et Aki et la fille à lunettes arrivèrent également juste à temps. Rio vérifia et découvrit que seulement 5 personnes avaient atteint la ligne d'arrivée. 3 personnes qui auraient dû être devant eux étaient mortes. Il savait que Natsuko était derrière tout ça. Soudain, il fut frappé à la tête et assommé par Rio, car l'ordre du jour était de couper les membres et la tête pour faire une figure humaine. Rio voulait se sacrifier pour aider Aki comme Teru l'avait aidé, et a dû assommer Aki pour qu'il ne puisse pas intervenir. Natsuko a alors trouvé une tronçonneuse pour lui, et il a commencé à se couper la jambe, mais c'est coincé, alors Natsuko a poussé vers le bas. Cependant, Rio est mort sur le coup de la douleur extrême. La fille à lunettes s'est réveillée et, voyant Rio mort, a essayé d'étrangler Natsuko, mais elle a été rapidement coupée par elle. Elle a ensuite prévu d'éliminer également Riona.
Ryona a appelé Aki à l'aide, et il a repris connaissance. Elle l'a informé de l'ordre et ne pouvait pas comprendre pourquoi Ryo avait suivi ce terrible ordre. Ryona a expliqué que Ryo avait désespérément voulu devenir fort, mais pour Aki, Ryo avait déjà montré une grande force en allant aussi loin. Malgré sa petite taille, sa persévérance était admirable, et il avait même encouragé tout le monde en cours de route. L'ordre de créer une figure humaine pouvait désormais être exécuté car la mort d'une seule personne était requise. Eiki voulait toujours coopérer avec Natsuko pour surmonter ce jeu. Ryona montra à Natsuko les indices des lettres. Natsuko avait remarqué quelque chose de similaire dans son ancienne école et avait ses propres indices, mais elle avait recueilli ces informations pour s'aider à survivre, n'ayant jamais eu l'intention de surmonter le jeu ou de vaincre le roi. Ils ont ensuite essayé de reconstituer les lettres, révélant que le jeu continuerait tant qu'il y aurait des survivants. Ce n'est que lorsque tout le monde mourrait, que le jeu se terminerait. Eki réalisa qu'il n'avait jamais été censé survivre. Mais Natsuko n'aimait pas cette révélation. Elle ne se souciait que de sa propre survie, que le jeu continue ou non. Si tout le monde devait mourir, elle décida qu'Eki serait la première à partir. Elle attrapa alors Eki. Ryona essaya d'aider, mais fut repoussée. Natsuko essaya de l'étrangler, mais il la repoussa d'un coup de pied. Cependant, elle se jeta à nouveau sur lui, l'étranglant jusqu'à ce qu'il écume à la bouche. Ryona attrapa la scie et se précipita pour la poignarder à mort. Ryona prétendit qu'Iki était à elle et que personne ne devrait lui faire de mal. Elle voulait qu'il se concentre sur elle car c'était grâce à lui qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Natsuko était toujours en vie. Elle se précipita avec la scie et coupa le cou d'Iki pour l'entraîner avec elle. Elle admit qu'elle aimait aussi beaucoup Akai, mais elle préférait mourir avec lui plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le faire plus tard. Ryona voulait toujours trouver un moyen d'arrêter le saignement pour sauver Aki, mais il était trop tard. Il espérait qu'elle vivrait bien après et mourut. Cependant, alors qu'Aki et ses amis étaient en route vers l'au-delà, dans le monde réel, Ryona traîna son corps jusqu'à la plage. Elle savait que c'était son souhait égoïste, mais c'était mieux que de continuer à vivre seule. Elle embrassa Aki puis emporta son corps dans la mer pour l'accompagner. Ainsi, le jeu royal prit fin. Mais non, dans une école quelque part, le jeu avait recommencé. Finalement, rien n'était résolu et le film était terminé. Au revoir.